Le communisme, idéologie marxiste révolutionnaire, symbole par excellence des luttes sociales et soulèvements populaires du début du siècle antérieur, a profondément marqué l'histoire du XXe siècle. Les révolutions russes ou chinoises, par exemple, étaient censées briser les chaînes du prolétariat, mettant fin à des siècles d'exploitation et de souffrance sous le joug des nobles et des bourgeois. Pourtant, ces coups d'État ont fini par mettre en place d'autres régimes totalitaires. L'idéologie communiste, supposément clé de ces régimes, a-t-elle été dénaturée? Les générations d'occidentaux d'avant la fin de l'URSS ont vécu en entendant parler de ces idées, que ce soit par la peur qu'elles suscitaient, peur de la dictature, de la misère dont on entendait parler, peur du rouleau compresseur soviétique qui semblait vouloir écraser toute l'Europe, ou bien par l'espoir que ces idées révolutionnaires faisaient naître dans beaucoup d'esprits. La chute du mur de Berlin en 1989, puis la fin de l'URSS en 1991, semblent marquer la fin du communisme, d'autant plus que des pays comme la Chine, prétendument communistes, se sont ouverts au capitalisme et ont abdiqué de plusieurs principes propres aux idées marxistes. Les derniers régimes ayant peu changé, comme Cuba ou la Corée du Nord, semblent voués à s'effondrer ou changer radicalement avant la fin du siècle. Mais alors, que peut-on retenir du marxisme? Les partis communistes proposent-ils des programmes arriérés et inapplicables? Que reste-t-il du communisme dans les pays où il a été appliqué? Comment des thèses, une idéologie, peut-elle survivre malgré le poids de catastrophes comme le Cambodge ou la Russie? Finalement, le communisme n'est-il qu'une utopie? L'idée d'une société égalitaire sans propriété privée fut longtemps considérée comme une utopie. Elle devient cependant associée au socialisme au début du XIXe siècle, et plus précisément au communisme. Ce dernier terme apparaît avec l'ouvrage de Karl Marx et de Friedrich Engels, le Manifeste du Parti communiste. Karl Marx, ancien rédacteur à la Gazette rhénane, rencontre Friedrich Engels avec lequel il se lie d'une grande amitié en 1844 et avec lequel il rédige en 1849 le Manifeste du Parti communiste, document théorique dans lequel il expose ses convictions politiques. Ce texte devient rapidement la base du communisme, mouvement idéologique qui reprend les idées de son auteur. Marx et son acolyte s'inspirent de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dont il étudie la pensée dans le cercle des jeunes hégéliens, à Berlin. Il s'inspire également de Ludwig Feuerbach et Bruno Bauer, d'autres hégéliens, ainsi que de Kant. Le marxisme cherche à s'éloigner de certaines formes de socialisme et de communisme qu'il juge critico-utopiques dans les œuvres d'auteurs tels qu'Owen et Fourier, qui négligent la lutte des classes. Cette notion est fondamentale dans le manifeste. En effet, d'après Marx, l'antagonisme entre classe sociale et la société féodale n'est pas aboli. Cet antagonisme se serait déplacé vers deux camps qui se sont formés avec la révolution industrielle. L'évolution des modes de production au cours du XIXe siècle a permis l'essor de la grande industrie qui produit plus que jamais. Ainsi, la classe bourgeoise des propriétaires s'enrichissait. Parallèlement, une nouvelle classe sociale se développe avec l'industrialisation, la classe ouvrière. Les individus de cette classe se trouvent réduits à un travail déshumanisant et aliénant dans les usines. De plus, la condition ouvrière se dégrade avec la mécanisation de l'industrie. Ainsi, la classe bourgeoise et la classe ouvrière s'opposent et Marx préconise une union prolétarienne permise par l'acquisition d'une conscience de classe et permettant ainsi de s'émanciper de la bourgeoisie. Émerge ainsi la notion de classe en soi et de classe pour soi. La première désignant un ensemble d'individus d'une même classe sociale ayant pris conscience de leurs intérêts communs. Il développe cette idée dans Le Capital, dont le premier tome paraît en 1866 et les deux tomes suivants, rédigés par Engels, paraissent en 1885 et en 1894, plusieurs années après la mort de Marx. Il considère que la lutte des classes est nécessaire à l'avancée historique. Le manifeste traite également d'autres problématiques qui seront la base des différents courants communistes de l'école de pensée marxiste. L'abolition de la propriété privée, de l'héritage et du travail des enfants, la mise en place de l'impôt progressif et d'une éducation publique gratuite marque une rupture avec l'idéologie bourgeoise. Après la guerre entre la France et la Prusse, le gouvernement révolutionnaire institué par le peuple parisien se donne le nom de Commune. Ce nom permet au terme communisme de se répandre. En 1871, après l'inévitable capitulation face à la Prusse, Otto von Bismarck, Premier ministre prussien, dictait des conditions de paix humiliantes pour la France. La garde nationale parisienne, composée essentiellement d'hommes, d'origine prolétarienne, qui défendait jusqu'alors la capitale du siège prussien, décide de mener une insurrection. Le mouvement explose et le gouvernement est chassé de Versailles le 17 et 18 mars. Quelques jours plus tard, les élections du Conseil de la Commune de Paris sont tenues, pendant lesquelles les 70 communards légifèrent des initiatives révolutionnaires. La Commune réunit des partisans de Blanqui et de Proudhon, deux penseurs anarchistes, ainsi que des jacobins, des radicaux et des communistes marxistes. Ensemble, ces derniers mettent en place des mesures révolutionnaires telles que la nationalisation d'entreprises abandonnées, la suppression du soutien obligatoire de l'État envers les cultes religieux, l'électivité de toutes les charges publiques
et enfin l'égalité des rémunérations. La commune de Paris se termine par un échec car elle se trouve assiégée par les armées prussiennes, causant 20 000 morts. Marx la voit néanmoins comme une lutte héroïque et un gouvernement prolétarien qui permet l'émancipation économique de la force de travail. D'autre part, elle permet également de faire grossir les rangs de l'Association internationale des travailleurs. L'Association internationale des travailleurs a été fondée en 1862 par les ouvriers français et britanniques, dans l'objectif de coordonner le développement du mouvement ouvrier. Marx la décrit comme la forme politique enfin découverte de la révolution ouvrière, ce que l'on peut juger contradictoire car la majorité des partisans suivent Blanqui et Bakounine, deux grands penseurs de cette période. Blanqui soutient l'idée d'une société divisée en putsch opérée par des minorités organisées. Bakounine est quant à lui reconnu pour sa contribution à la rédaction de l'œuvre de Nechayev, Catéchisme du révolutionnaire, théorie terroriste selon laquelle l'État devrait être anéanti, le peuple devrait souffrir pour être révolté, les révolutionnaires devraient être étrangers aux lois de la morale, et selon laquelle chacun doit opérer seul afin de semer la destruction. Ainsi, les membres de l'Internationale ont des opinions différentes, mais aussi des pays d'origine différents, ce qui souligne la richesse de cette association. Elle rencontre un franc succès en Suisse, en Belgique, en France, en Allemagne, et, à partir de 1867, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche et aux États-Unis. Les partisans issus de la Russie, futur foyer du communisme, sont essentiellement des populistes qui considèrent que les paysans, représentant 90% de la population russe, incarnent des vertus de la morale et que leur organisation sociale, basée sur la commune rurale et la redistribution des terres, devrait être la structure fondamentale des sociétés à l'avenir. Ils sont définis comme nihilistes et connaissent leur plus grand succès en 1881 avec le meurtre du tsar Alexandre II. Malgré leur objectif commun de mener le prolétariat à la victoire, les sections anarchistes et de la démocratie socialiste divergent, ce qui entraîne au cours du congrès de La Haye l'exclusion de Bakounine en 1872, puis, après s'être affaibli suite à la répression de l'échec de la Commune, la Première Internationale prend fin en 1876. La fin de la Première Internationale entraîne la création de partis et de syndicats autonomes en Europe dans les années 1880. Cependant, les partisans du marxisme qui soutiennent une forte centralisation et ceux qui défendent l'initiative de l'autonomie locale se doivent de coopérer afin d'obtenir une législation défendant la classe ouvrière. Ils se rassemblent donc autour de l'idée d'une durée limite de 8 heures dans une journée de travail, et ainsi les deux congrès internationaux constituent les prémices de la création d'une nouvelle internationale en 1889. Cette seconde internationale tiendra son congrès fondateur en août 1891 à Bruxelles. Elle se distingue de la précédente pour ses débats et aux révolutions qui en émanent. On s'intéresse à l'utilisation du Parlement, aux responsabilités du prolétariat vis-à-vis du colonialisme et enfin à la guerre. Une des résolutions approuvées implique la mobilisation du prolétariat international en cas de guerre afin d'y mettre fin ou de créer une révolution, comme l'expriment Rosa Luxembourg et Lénine. La Première Guerre mondiale rend vaine cette idée, ce qui constitue un échec pour la Deuxième Internationale qui se présentait comme Parti mondial de la paix. La doctrine officielle de cet organe de coordination des partis socialistes et des syndicats devient le marxisme. Même si les politiques des différents pays se divisent, mais lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les socialistes français et allemands décident d'appuyer leur pays dans la guerre, ce qui marque la fin de la Deuxième Internationale et la fin de la cohabitation entre les courants révolutionnaires et les mouvements réformistes. Les courants révolutionnaires se déplacent en Russie, le radicalisme s'était installé, ce qui fera de la Russie la nouvelle référence de la révolution et du communisme. L'arrivée du communisme en Russie se fait par la révolution, menée par Lénine, de son vrai nom Vladimir Ulyanov. En 1902, ce dernier s'exile en Suisse où il rédige Que faire, ouvrage dans lequel il expose sa vision de l'organisation d'un parti révolutionnaire. Ces idées sont adoptées par le Parti ouvrier social-démocrate russe en 1903, et il poursuit son militantisme dans plusieurs pays européens. La Première Guerre mondiale est un grand échec pour la Russie. Elle fait plus d'1 million de morts, 5 millions de blessés, et coupe l'économie russe qui connaît les taux de croissance les plus élevés d'Europe. Les populations souffrent de famine, et les troupes se démoralisent et se mutinent. En mars 1917, les ouvriers de Petrograd sont en grève, c'est la révolution de février. Les Russes manifestent, puis le tsar Nicolas II, désemparé, dissout l'Assemblée, et abdique le 15 mars 1917, après que l'ensemble des troupes a rejoint les révolutionnaires. C'est dans cette période que Lénine regagne la Russie, qui est dirigée par un gouvernement provisoire et qui se retrouve toujours en guerre contre l'Allemagne. Il décide de mener une seconde révolution afin d'achever la jeune démocratie russe et d'instaurer une dictature du prolétariat, inspirée par les propos de Marx. Pour ce faire, Vladimir Ulyanov développe une propagande auprès des soldats en mettant en avant 3 grandes idées. Une paix immédiate, ainsi que l'appartenance de la terre aux paysans et du pouvoir aux soviets, qui désignent les conseils et les assemblées, symbole de la démocratie en Russie. Les bolcheviks s'emparent du palais de Petrograd dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917 au cours de la révolution d'octobre, ce qui permet à Lénine d'accéder au pouvoir et de mettre un terme au gouvernement issu de la révolution de février. Aussitôt au pouvoir, Lénine se focalise sur l'instauration d'un régime communiste.
Il efface les dettes laissées par le régime tsariste, adopte le calendrier grégorien, déplace le gouvernement vers Moscou, crée une armée rouge et signe le traité de Brest-Litov en mars 1918 qui met fin à la présence russe dans le conflit mondial. Cependant, la Russie connaîtra une période de guerre civile lorsque Lénine met en place une politique de lutte contre les koulaks, paysans riches, qui s'achève par la victoire de l'armée rouge face aux tsaristes soutenus par la France et le Royaume-Uni. Ainsi, Lénine poursuit la collectivisation des terres, mais en 1921, il la pose afin de mettre en place la nouvelle politique économique, qui redonne de l'importance à l'économie du marché, cette dernière ayant perdu en vigueur sous Tolstoï. Il crée l'URSS en 1922 sur les décombres de l'Empire russe, en signant le traité d'union entre la Transcaucasie, la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. La santé de Lénine se dégrade, et deux personnes se présentent comme ses successeurs. D'un côté, Joseph Staline qui participe aux révolutions d'octobre et obtient le poste de secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique en 1922, et de l'autre, Léon Trotsky, l'un des principaux collaborateurs de Lénine, qui crée l'armée rouge et assure la victoire des soviets durant la guerre civile en tant que commissaire à la guerre. Staline croit au centralisme, à l'emploi de la force pour gouverner, ainsi qu'en une économie planifiée par l'État. Trotsky, lui, prône une lutte des classes permanente jusqu'à la mise en place du socialisme. La paix ne pourra venir que d'une révolution socialiste mondiale conduite par les populations laborieuses afin d'utiliser les moyens de production pour satisfaire les besoins de l'humanité et non pour le profit d'une minorité. Avec Zinoviev et Kamenev, Staline parvient à éliminer Trotsky en 1927 et à s'imposer comme seul maître en 1928, 4 ans après la mort de Lénine. Ainsi, Staline dirigera l'URSS jusqu'à sa mort en 1953. On lui doit le terme de stalinisation pour la mise en place de son régime de terreur qui met fin à la NPE, nouvelle politique économique, fait marcher le pays vers une forte industrialisation, instaure un culte de la personnalité et bafoue les libertés individuelles. En effet, Staline met en place une déportation massive de ses opposants dans des camps du goulag, les condamnant au travail forcé. En plus de ses opposants politiques, Staline déporte 2 millions de koulaks qu'il compte éliminer en tant que classe. Le régime stalinien comporte donc les caractéristiques d'un régime totalitaire. En Allemagne, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Hitler cherche à envahir la Pologne et les puissances de l'Ouest ne montrent pas d'opposition à son avancée vers l'Est. Staline conclut donc avec Hitler le pacte germano-soviétique de non-agression qui permet à l'URSS d'obtenir l'Est de la Pologne et de la Roumanie, la Lettonie, l'Estonie et la Finlande. Cependant, Hitler rompt ce pacte en 1941 et envahit l'URSS. Les soviétiques sortent vainqueurs de cet affrontement, ce qui donne du prestige à Staline. Les offensives coalisées des forces alliées à l'ouest et les soviétiques à l'est assurent la défaite du Troisième Reich en 1945. L'URSS et les États-Unis en sont les grands vainqueurs et deviennent les deux superpuissances mondiales qui s'opposent dès lors jusqu'en 1991 au cours de la guerre froide. L'URSS rédite, telles que la République socialiste tchécoslovaque, la République démocratique allemande, la République populaire de Hongrie, la République populaire de Pologne, la République populaire de Roumanie, la République populaire de Bulgarie, ainsi que la République populaire d'Albanie, autour du pacte de Varsovie, qui s'oppose à l'OTAN, créé par les États-Unis. L'URSS est dirigée comme un État fédéral à parti unique, le PCUS, dont les 15 républiques sont gouvernées par des dirigeants désignés par Moscou. Le système politique est très hiérarchisé, et les pouvoirs sont divisés entre deux instances principales. Le Conseil des ministres qui détient le pouvoir exécutif et le Soviet suprême qui détient le pouvoir législatif. Cette séparation des pouvoirs n'est pas respectée car l'entité suprême du parti unique concentrait autant de pouvoir que les instances de l'État. De plus, les pays autres que la Russie n'étaient pas souverains. Staline meurt en 1953. Après son règne de terreur, trouver un successeur digne de lui dans un contexte de guerre froide et après l'assassinat de Trotsky en 1940, commandité par Staline qui trouvait dangereux l'engouement autour de sa doctrine, s'annonçait difficile. Nikita Khrouchtchev, fidèle stalinien, assure donc ce rôle. Contre toute attente, son régime marque la rupture avec le stalinisme, c'est la déstalinisation. Il réorganise l'administration, développe les biens de consommation et s'intéresse au bien-être de la population. Cependant, ces différents échecs au cours de la guerre froide ternissent sa popularité et son prestige. Il parvient néanmoins à déstaliniser l'URSS en allégeant les contraintes qui pèsent sur les intellectuels et les artistes. Après une succession d'échecs, l'URSS se trouve dans une situation déplorable dans les années 80. Possédant un énorme arsenal ainsi qu'un programme spatial impressionnant, les populations de l'Union soviétique se trouvent paradoxalement incapables de se nourrir. La guerre froide n'est qu'une impasse pour le pays. C'est ce dont Mikhail Gorbatchev, chef du Parti communiste en 1985, se rend compte. Ce dernier entreprend donc une série d'initiatives qui lui obtiendront en 1989 un traité de désarmement signé avec les États-Unis. Il essaie également de mettre en place une démocratie en créant un parlement, ce qui conduit le système communiste à sa perte. En effet, le nombre d'ennemis au système communiste augmente et ils intègrent le parlement, avec des hommes libéraux tels qu'Eltsine, qui deviendra président de la République russe en 1991. Eltsine proclame la souveraineté de la Russie et se désengage du parti. C'est la fin de l'URSS. Cela étant, malgré les libertés obtenues avec l'arrivée de Eltsine, la Russie est pauvre et les populations sont nostalgiques de leur ancien statut de superpuissance. Retour en arrière, en Asie, où le communisme rimera avec décolonisation. C'est en Chine que tout commence.
En 1911, le pays a déjà été ébranlé par une première révolution, la révolution Xinai, qui a renversé la dynastie des Qing alors au pouvoir depuis 1644. La première république chinoise naît alors, mais la situation dans le pays n'en est pas moins troublée. Le premier président, Sun Yat-sen, démissionne au bout de 2 mois, et son successeur, Yuan Shikai, tente de restaurer l'empire et échoue. Le pays a beau avoir changé de régime, les traditions, le mode de vie, eux, n'ont pas changé. La majeure partie des Chinois continuent de vivre à l'ancienne. Cependant, un mouvement de jeunes intellectuels va se créer, luttant pour la modernité contre la morale traditionnelle. Ce mouvement va en rejoindre un autre, celui qui combat l'impérialisme des Japonais qui s'installe progressivement dans les affaires politiques chinoises. En 1919, des manifestations ainsi qu'un boycott de marchandises japonaises sont organisés. La population obtient ainsi le retrait de ministres pro-japonais du gouvernement. À partir de là, l'histoire du pays s'accélère considérablement, tant au niveau culturel que politique. Déjà, les échos de la révolution d'octobre 1917 parviennent aux oreilles des intellectuels chinois qui étudient son évolution. 2 partis montent alors en puissance. Le Kuomintang, parti nationaliste créé par Sun Yat-sen, est dirigé à présent par Jiang Jiechi, et le Parti communiste chinois, fondé en 1921 par 12 jeunes révolutionnaires, dont un certain Mao, fils de paysan, mi-étudiant mi-bibliothécaire, et qui compte bien avoir son mot à dire dans la révolution. Ces 2 partis s'allient alors pour prendre le pouvoir dès 1926, et entreprennent les premières réformes agraires à l'initiative des militants et des paysans. Néanmoins, en 1925, les 2 partis s'éloignent l'un de l'autre. Jiang Jiechi, maintenant à la tête des nationalistes, ne partage pas les vues de Mao Tse-tung. En mars 1927, une grève générale, organisée par des communistes et syndicalistes, éclate à Shanghai. Elle est sévèrement réprimée par le Kuomintang dès le mois d'avril. Le chaos qui régnait alors à Shanghai est décrit en 1933 par André Malraux dans son œuvre La condition humaine. Ainsi, le 18 octobre 1934, les troupes communistes fuient à l'est et entreprennent une reconquête vers le nord. C'est le début de la Longue Marche. Cette longue marche à travers les contrées chinoises du Jiangxi à Pékin, passant par le Hunan, le Sichuan ou le Shaanxi, contribuera à répandre l'idéologie de ce qu'on appelle à présent les Rouges auprès du peuple chinois. Des épisodes comme celui du pont de Luding, durant lequel les soldats de l'armée rouge doivent avancer sur un pont privé de ses planches et les reposer au fur et à mesure sous le feu des nationalistes, afin de reprendre la ville de Luding, alors aux mains de ces derniers. Ou encore celui du passage du défilé de Luhan, forgeront le mythe communiste des masses héroïques, triomphant tantôt des éléments, tantôt des blancs, les nationalistes. C'est également à partir de là que Mao Tse-tung prend la tête de l'armée rouge, alors divisée entre plusieurs généraux. De 1937 à 1945, les rouges combattent les Japonais, qui occupent alors le nord de la Chine, sans que les nationalistes n'osent les affronter. À la fin de la guerre, le Parti communiste a gagné beaucoup d'adhérents, et grâce à leur organisation, les rouges battent les blancs, pourtant en supériorité numérique, et soutenus par les États-Unis d'Amérique, en 1949. En moins d'1 an, tout le territoire est contrôlé par le Parti communiste, et le 1er octobre 1949, c'est la proclamation de l'avènement de la République populaire de Chine, avec à sa tête Mao Tse-tung. La Longue Marche a très bien joué son rôle de soudeuse des peuples chinois, le pays est enfin plus ou moins unifié derrière un seul dirigeant. Mao doit alors redresser l'un des pays les plus vastes et les plus peuplés du monde. Ravagé par 12 ans de guerre, la production a fortement baissé et la population est meurtrie. Il divise donc le pays en 6 régions administratives pour faciliter leur gestion. En 1950, une loi sur le mariage autorisant le divorce et posant les bases d'une égalité homme-femme est votée. La même année, Mao entreprend des réformes agraires basées sur l'expropriation et une distribution des terres. Le bilan est meurtrier, 3 millions de morts. La situation économique empire et le pays doit faire face à un exode rural massif. L'État commence alors à préparer le pays à la collectivisation. C'est également cette année que le Tibet perdra son indépendance. La Chine intervient dans la guerre de Corée aux côtés de l'URSS, ce qui lui vaudra de perdre son siège au Conseil de sécurité de l'ONU au profit de Taïwan. À cause de son alliance avec les soviétiques, il aura également à subir l'embargo américain dans ce contexte de guerre froide. Entre mars et septembre 1951, la terreur rouge aboutira à l'exécution de plus d'1 million d'ennemis du régime, vrais ou supposés, et à l'envoi de 2 millions de personnes dans des camps de travail inspirés du goulag soviétique, les laogai. À partir de là, l'État entrera dans un conformisme intellectuel basé sur l'élimination des ennemis politiques lors de purges. En 1952, la Chine retrouve son niveau de production d'avant-guerre, permettant ainsi la mise en place de plans quinquennaux. 2 ans plus tard, l'Assemblée nationale populaire, formée des députés du Parti communiste chinois, adopte enfin une constitution. Les positions de Mao se précisent. Il refuse le féodalisme et l'impérialisme occidental et voit la Russie comme un modèle, la qualifiant de moderne et anti-impérialiste. Le concept de maoïsme apparaît alors, qui se décrit comme une adaptation du marxisme-léninisme au cas chinois. Un marxisme concret d'après Mao, est très lié à l'agriculture et au tiers-mondisme. Il parle également de révolution permanente, c'est-à-dire d'un État fait de prise de pouvoir populaire permanente.
En 1956, il lance un plan de collectivisation des terres en 12 ans. Il échouera en à peine quelques mois. L'année suivante, il lance le grand mouvement des 100 fleurs, en appelant le peuple à critiquer le Parti communiste chinois pour l'améliorer. Les intellectuels attaquent alors le parti, les grèves s'organisent et les étudiants réclament la liberté de parole. Mais l'enthousiasme général est de courte durée. Mao revient sur sa décision et condamne à l'exil et au laogai plusieurs centaines de milliers de contestataires. Il prend alors conscience du mouvement de contestation du monopole sur le pouvoir du Parti communiste chinois et décide de relancer l'économie du pays grâce au grand bond en avant. Le but est de rattraper en 15 ans la production de la Grande-Bretagne, grâce à une revalorisation de l'agriculture délaissée au profit d'une industrialisation soviétique, en organisant des communes populaires. Ces communes autonomes contrôlent tous les moyens de production et doivent devenir autosuffisantes afin de dégager assez de ressources pour en faire profiter l'État centralisé. Ce mouvement sera un échec, provoquant la mort de plus de 30 millions de Chinois, et aboutira en 1965 à l'ouverture du marché libre, un partage des terres entre les familles et le droit d'utiliser les surplus de production. La publication du Petit Livre Rouge regroupant des citations de Mao en 1964 est l'un des points forts de la propagande utilisée par les communistes, et ce depuis la création du PCC. Elle se trouve également dans la suite logique du culte de la personnalité voué au Mao Tse-tung, culte qui est peut-être plus grand que celui voué à Staline en URSS. La même année, la Chine rompt définitivement avec l'URSS, et, en 1968, pour faire face aux retombées de ce qu'appellent alors ses opposants, le grand bond en arrière, Mao lance la révolution culturelle. Une sorte de révolution dans la révolution, en appelant les ouvriers et les étudiants à se révolter, afin de mettre à mal le système et pouvoir reconstruire en relançant la production. La situation, au bord de la guerre civile, est reprise en main par l'armée populaire de libération et des modérés comme Zhou Enlai. Le bilan des pertes est lourd, plusieurs centaines de milliers de morts, mais le chaos permet à Mao de reprendre le contrôle du PCC et du gouvernement. Les années 70 marqueront alors l'expansion du communisme en Asie, avec les révolutions cambodgiennes de 1975 qui mettra en place un régime dictatorial des Khmers rouges dirigé par Pol Pot, régime qui sera l'auteur d'un génocide de plus de 20% de la population cambodgienne. La même année, une révolution communiste éclate au Laos. Elles sont toutes deux soutenues par le Vietnam communiste de Ho Chi Minh, qui lui obtiendra son unification en 1976. Ces pays de l'ex-Indochine française s'opposeront pourtant dans la guerre menée par le Vietnam à partir de 1975 et qui aboutira en 1979 à la fin du Cambodge communiste. Le 9 septembre 1976, Mao meurt. Deng Xiaoping lui succédera et mettra en place une politique de critique de la révolution culturelle et un processus de démaoïsation comparable à la déstalinisation en URSS. Il mettra fin à la collectivisation des terres et, en 1978, les relations sino-américaines se normalisent, permettant ainsi à la Chine de remplacer Taïwan à l'ONU et à l'Occident de gagner un allié contre la Russie en pleine guerre froide. À partir de là, la Chine commencera à s'imposer dans l'économie capitaliste mondiale tout en maintenant un régime autoritaire. Les révoltes comme celle de la place Tiananmen seront sévèrement réprimées, et aujourd'hui encore les intellectuels sont censurés, et beaucoup de droits de l'homme bafoués. On peut donc se demander ce qu'a apporté le communisme à la Chine, aux pays d'Asie, et plus généralement dans le monde communiste. Le bilan des régimes communistes est catastrophique. Dictature, culte de la personnalité, propagande, censure, massacre, misère, bref, autant d'horreurs qui doivent prouver l'échec de ce système. Néanmoins, est-ce aussi simple? Penchons-nous sur ce qu'ont apporté de positif ces régimes. Tout d'abord, ils mettent fin à des régimes féodaux condamnables, comme en Chine ou en Russie, et permettent de moderniser les pays, souvent en retard de développement, en améliorant considérablement les systèmes d'éducation, notamment. En Russie, le chômage n'existe plus, puisque le droit au travail est dans la Constitution. La production de pays comme la Chine ou la Russie explose, bien qu'à marche forcée. Le deuxième facteur important est la lutte pour l'indépendance et contre l'impérialisme occidental. La Chine, les pays de l'Indochine, la Corée du Nord, Cuba, autant de pays qui subissaient une colonisation totale ou partielle par les Occidentaux, et que seules les révolutions communistes ont su combattre. Il est néanmoins paradoxal que des pays disant lutter contre l'impérialisme et le colonialisme annexent des pays comme le Tibet pour la Chine ou les pays du RSS, qui se sont vus imposer des régimes communistes de force. Malgré ces évolutions positives, il est impossible de qualifier ces régimes de réussite lorsque l'on voit les horreurs de la dictature. Pourtant, les idées marxistes semblent à l'opposé de ce qui a été appliqué. Pour citer un exemple simple, il suffit de prendre le travail, décrit comme aliénant par Marx. Il doit être repensé. Pourtant, le travail dans les pays communistes est tout aussi aliénant que le système capitaliste. Selon Marx, des institutions archaïques comme la famille traditionnelle devraient être abolies. Elles sont pourtant mises en avant. Il y a donc clairement eu des dérives. Et pour citer Lénine, la dictature par le peuple s'est transformée en dictature sur le peuple. Des insurrections populaires se sont transformées en régime totalitaire, et cela est lié à plusieurs choses. Premièrement,
Des hommes charismatiques attachés à la révolution, comme Lénine ou Mao, se sont retrouvés au pouvoir et ont mis en place des mesures violentes qui étaient critiquées par d'autres communistes, comme Rosa Luxembourg qui critiquait la révolution russe en 1917 dans son livre La Révolution russe. Ensuite, le culte de la révolution et l'obsession du contre-révolutionnaire ou du révisionnisme, qui a empêché la critique constructive et donc l'évolution des idées à partir du marxisme. Enfin, la guerre froide qui opposait les pays du bloc communiste à l'Occident a poussé les pays communistes à se concentrer sur la production et la lutte contre l'impérialisme américain, subissant des embargos parfois très durs, comme ce fut le cas de Cuba, et prenant des décisions souvent discutables. Toutefois, même s'il a surtout été question ici du communisme au pouvoir, ces idées et ces partis ont joué un grand rôle, notamment en Europe. Les communistes sont nombreux à avoir participé à la résistance contre le fascisme en Europe dans les années 30-40, pendant la guerre d'Espagne par exemple, où ils se battent aux côtés des républicains. En Italie contre Mussolini, en Allemagne contre Hitler, en France contre le régime de Vichy, ou au Portugal contre Salazar. Ils constituent une bonne partie de la résistance puisque, partisans d'une société égalitaire, ils ne pouvaient que se révolter contre ces pouvoirs autoritaires. Il est intéressant de noter que certains communistes peuvent se battre contre des régimes communistes, comme la jeune poète Lin Zhao, opposante à Mao qui sera exécutée. Comme quoi il ne faut pas voir un seul courant de pensée communiste. Leurs idées rencontrent beaucoup de succès, et grâce au Front populaire en France en 1936, le PCF participera au pouvoir aux côtés des socialistes, et apportera des évolutions sociales, comme la journée de 8 heures de travail, ou les congés payés. Après la Seconde Guerre mondiale, ces idées reviendront dans un contexte de lutte sociale. En mai 68 par exemple, où différents courants de pensée se manifestent, entre les stalinistes du PCF, les trotskistes du Parti communiste internationaliste, ou encore les maoïstes, comme le philosophe Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, qui militent pour ces idées. À cette époque, les horreurs de l'URSS et de la Chine communiste ne sont pas assez connues, et l'idée d'un peuple uni derrière un leader, un peuple libéré de ses chaînes dans un pays socialiste, en fait rêver beaucoup. Le PCF, par exemple, restera staliniste jusqu'en 1974, date à laquelle le roman d'Alexandre Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag, contribuera à révéler l'enfer soviétique à l'Occident. En 1974, Georges Marchais décide de redresser le parti et signe le programme commun avec le Parti socialiste, parti qui remportera les élections de 1981 avec François Mitterrand, qui appliquera 110 points de cet accord. Néanmoins, à ce moment-là, le PCF s'est déjà éloigné du PS. À partir de 1995, avec Robert Hue, la direction du PCF va changer drastiquement, notamment dans la composition du parti, qui jusque-là formait politiquement des ouvriers, et va se rapprocher des partis plus classiques. Aujourd'hui, le PCF fait partie du Front de gauche, aux côtés du nouveau parti anticapitaliste notamment. Au Portugal, après la révolution de 1974, le PCP a joué un grand rôle dans la création d'une nouvelle république, mais finira par être écarté par Mário Soares pour laisser place aux socialistes. Il fait aujourd'hui partie avec le parti écologiste du CDU. Le député joue un rôle important à l'Assemblée et il soutient, avec le Bloc Esquerda, le gouvernement socialiste. Le communisme ne se limite donc pas à l'URSS ou la Chine de Mao, qui doivent être considérés comme des échecs d'une application violente d'un système. Il s'agit donc avant tout d'idéaux qui se basent sur le marxisme et qui peuvent conduire à des progrès sociaux nécessaires. Le communisme tel qu'il est décrit dans le manifeste est peut-être trop violent, basé sur le concept de révolution. Mais des idées comme l'égalité homme-femme ou l'abolition des classes sont des idées importantes dans les sociétés forgées par le capitalisme et où la nécessité de s'unir face à une élite bourgeoise de plus en plus puissante se fait sentir. En effet, si les directions prises par le Parti communiste sont contestables, le marxisme et même le manifeste du Parti communiste constituent de bases intéressantes pour aboutir à une société égalitaire. D'autant plus que la misère en milieu ouvrier et paysan est toujours une réalité, et que ce n'est pas dans un système capitaliste que cette misère sera éradiquée. Sans pour autant suivre aveuglément un parti, il faudrait que le marxisme influence des mouvements citoyens, donnant la parole au peuple, afin de garder une certaine force, sans se perdre dans un communisme dogmatique.